Les attentats du 13 novembre rentrent dans le cadre d'un complot contre l'humanité qui vise à amener la nation française à un chaos qui est celui de la guerre civile de religion, le choc frontal entre la religion musulmane et le monde occidental chrétien. Voilà. La seule différence qu'il y a à noter, c'est le fait que pour la première fois, c'est bien la population, de façon totalement aveugle, qui a été visée. Bon, pas tout à fait aveugle, puisque je l'ai expliqué dans la petite vidéo que j'ai faite pour réagir à ce drame, c'est qu'il y a tout de même une connotation satanique, c'est-à-dire qu'il y a un message, il y a eu un sacrifice qui a été fait au nom de Satan. Les jeunes gens, je pense que c'était essentiellement des jeunes gens qui ont été massacrés. Le gros de l'attaque s'est passé au Bataclan, au moment où il y avait donc ce groupe de rock qui se fait appeler les aigles de la mort de métal ou du métal de la mort, qui entamait, qui présentait d'ailleurs, il n'avait pas encore entamé, une chanson résolument satanique dont les textes qui tournent en boucle, les phrases qui tournent en boucle sont qui aime Satan, je chante Satan, j'embrasse Satan, en fait, plus précisément, je roule une pelle à Satan, etc. Et donc c'est au moment où le chanteur, le leader du groupe Jesse Hughes, présentait le tube, la chanson, en disant maintenant je vais à la rencontre de Satan, il a dit précisément ça, je viens à la rencontre du diable, de Satan, et voici sa chanson. Et le carnage a commencé à ce moment-là. Bon. Pour bien repréciser quel est le contexte, quel est le lien avec le satanisme, c'est très très important de comprendre que déjà, pourquoi nous avons cette vision que d'autres n'ont pas, dans notre combat dans la pédocriminalité, dans les enquêtes que nous avons menées sur le sujet de la pédocriminalité. Je fais une petite parenthèse rapide quand même, pour qu'on comprenne bien que je ne suis pas un allumé. On a rencontré la réalité du satanisme. Et on parle plus simplement de viol collectif d'enfants, on parle de rituels sataniques, on parle de viol, de torture, de choses absolument abominables, de mise à mort qui rentrent dans des rituels, au nom de Satan. Donc j'estime que ce qui s'est passé le vendredi 13 novembre, qui est toujours lié aux manipulations de nos pseudo-élites, et donc lié à ce complot, rentre dans le cadre du rituel satanique et du sacrifice à Satan. Et en même temps, c'est le signe que le jeu de terreur, sur fond donc de cette guerre de religion tant redoutée, tant annoncée, est ouvert. Alors ce que j'entends par le signal, le déclencheur, c'est, je n'ai pas une boule de cristal pour dire quand est-ce que se produira les prochains attentats, ou même si ça ne sera pas plutôt des représailles de franges opposées, antagonistes aux islamistes, aux terroristes islamistes, qui vont donc produire des représailles. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas quels seront les prochains événements, je ne sais pas quel sera l'intervalle qu'il y aura entre les prochains dominos qui vont tomber à la suite du premier qui s'est abattu, puisque l'image que je fais, la métaphore, c'est une chaîne de dominos, je dis que le premier est tombé, c'est ça que j'entends par déclencheur. Donc peut-être que ça va se produire dans quelques jours, peut-être pas du tout, peut-être simplement au moment des fêtes de Noël, parce que, à mon avis, il y a un risque très certain, puisqu'en termes de symbolique, Noël est une fête chrétienne, il y aura beaucoup de gens dans les rues qui auront tout fait pour oublier, pour se replonger la tête dans le trou, et qui seront donc de fait des cibles idéales pour un nouveau sacrifice à Satan. C'est-à-dire que moi je ne suis absolument pas dupe quant à cette histoire de terroristes islamistes qui sont venus se faire sauter, qui ont mitraillé des gens. C'est de la mise en scène. Ces terroristes islamistes seraient venus de Belgique. Pourquoi de Belgique? Pourquoi de Belgique et avec une logistique qu'ils auraient trouvée en Belgique, dont des armes? Qu'est-ce qu'il y a en Belgique? J'étais en train de le dire tout à l'heure, en Belgique, il y a le poste avancé des États-Unis avec le réseau Gladio, c'est-à-dire le réseau secret de l'OTAN, qui organise tous les coups tordus depuis des décennies en Europe. Quand je parle de coups tordus, donc
essentiellement en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et dans les pays d'Afrique, le réseau Gladio organise des coups tordus de type false flag, c'est-à-dire sous faux drapeau, des opérations sous faux drapeau. Et d'après moi, ce qui s'est passé le vendredi 13 novembre dernier rentre dans ce cadre, et le fait que ces individus proviendraient de Belgique s'explique par le fait qu'en Belgique, s'ils ont toute la logistique, s'ils sont tranquilles pour s'organiser, c'est parce qu'ils sont instrumentalisés et actionnés par le réseau Gladio, qui est une véritable menace et qui donc est ce qui explique les coups tordus qui créent, défont la configuration géostratégique en fonction des desiderata des maîtres du monde. Alors maintenant, une fois qu'on a compris cela, une fois qu'on a compris la connotation, le lien avec le satanisme, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, très probablement, ce que je redoute très fort, c'était le moment, le déclenchement d'une guerre civile de religion, donc d'événements qui vont aller en s'aggravant et crescendo. Ça m'amène à faire un autre parallèle pour que tout le monde comprenne très bien la situation. Disons que la France est un navire, un paquebot, avec des millions de passagers à bord, et que dans les soutes de ce paquebot sont entassés des tonnages de C4, d'explosifs, qu'aux commandes de ce paquebot, il y a une équipe de traîtres, donc un équipage de traîtres, qui non seulement ont les commandes du paquebot dans une main, mais dans l'autre ont le détonateur censé actionner les tonnages d'explosifs sur lesquels sont assis les millions de passagers. Voilà ce qu'est la France. Et cette configuration a été fabriquée depuis les 40 dernières années. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aucun dysfonctionnement politique depuis la guerre d'Algérie. Là encore, derrière cet événement, cet épisode absolument atroce, il y a la marque du réseau Gladio. La guerre d'Algérie, c'est le début de tout. Après, nous avons eu, après Giscard, nous avons eu les années Mitterrand. Bon, c'est Giscard, ce qu'il faut dire, c'est les 30 Glorieuses. C'est la fin des 30 Glorieuses au moment où il a supprimé l'indépendance monétaire de la France en 1973, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi le début de l'immigration pour le patronat. On a exploité les immigrés venus du Maghreb et d'Afrique du Nord, suivi des années Mitterrand, les années libertaires, le socialisme, qui a intrigué pour contraindre les Français de souche à subir une invasion. Appelons un chat un chat. Et quand je dis appelons un chat, la France a subi une invasion ces 40 dernières années en provenance des pays du Maghreb. Attention, ça ne veut surtout pas dire que je vise les populations du Maghreb. Ce que je vise, évidemment, c'est ceux qui ont organisé ces manipulations et qui ont fait en sorte que les Français de souche se sentent colonisés. De fait, il y a eu quand même une colonie, et qu'ils aient décuplé entre eux un sentiment de frustration. Donc haine, frustration sont les moteurs de cette poudrière, avant toute chose. Ce sont des énergies qui ont été insufflées dans le cœur des Français de souche, aussi bien que dans le cœur des immigrés et des populations issues d'immigration par la suite. Pendant ces 40 dernières années jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas cessé, en fin de compte, de manipuler les collectivités pour les monter les unes contre les autres, toujours avec le raisonnement binaire. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre une politique mesurée d'immigration, on dit la France est une terre d'asile, tendons la main vers quelques populations en difficulté, très bien. Non, ça doit être extrême, c'est-à-dire qu'on doit subir une immigration absolument sauvage. Au lieu de dire aux personnes qui viennent trouver asile sur le sol national, très bien, écoutez, installez-vous, on va vous aider dans la mesure du possible et on va vous demander de faire ce qu'il faut pour devenir français, de respecter nos us et coutumes et notre pays, de l'aimer, puisque vous voulez vous y installer. C'est tout le contraire. C'est importer toute votre manière de faire, manquez-nous de respect, haïssez-nous, crachez-nous au visage, faites ce que vous voulez. Donc, c'est comme si en parlant à des collectivités, au lieu de les éduquer, vous les montez à la haine, vous leur apprenez comment faire pour être le plus mal élevé possible, pour être violente, etc. C'est ce qu'a fait la succession de chefs d'État jusqu'à aujourd'hui. En clair. Bien. Alors ça,
il faut bien comprendre, j'insiste sur le fait de ne pas tomber dans le piège du raisonnement binaire. Ça ne veut absolument pas dire que ce que je constate, puisque ce sont des constats, m'amène à la conclusion que l'ennemi, c'est le danger ou la menace, c'est les populations immigrées ou issues de l'immigration, avec les mosquées, avec les banlieues, etc. Ça, ce sont des clichés. En réalité, à l'heure actuelle, tant bien que mal, il y a des populations qui essaient de cohabiter. C'est un autre constat à faire aujourd'hui, au présent. Peu importe les tenants et les aboutissants de cette réalité d'aujourd'hui, et que insérés au milieu de ces populations, et je pense en particulier de celles qui effectivement sont parquées dans les cités, il y a des éléments censés mettre le feu aux poudres. Le feu aux poudres, maintenant, pour parler de la poudre sur un plan plus pratique, ce sont des tonnages d'armes de guerre qui se sont entassés dans les sous-sols des cités depuis au moins ces 20-30 dernières années, et pour lesquels l'État a toujours interdit qu'il y ait des actions de police. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais moi jeune gendarme, c'est une affaire qui remonte à 25 ans en arrière. À l'époque où j'étais jeune gendarme, déjà, donc ça remonte au début des années 90, les officiers supérieurs, les commandants de GOMO, de groupement opérationnel de maintien de l'ordre, estimaient que la France était, je cite, dans un état permanent de guerre civile à peine contenu. Début des années 90. En 2000, il y a un rapport des renseignements généraux qui a été rendu par un commissaire, une femme du nom de Bui Trong. Ce rapport qui a été rendu qui a été rendu par cette femme, a été commandé par l'État, non pas pour qu'il soit rendu public, évidemment, mais pour que les imposteurs de l'époque, les traîtres à la nation de l'époque, puissent évaluer certainement l'état de l'avancée du complot, qui est d'amener la France à un chaos, à ce chaos que je dénonce. Et que nous dit ce rapport des renseignements généraux? Il nous dit que en 2000, les conclusions les plus graves de ce rapport, que, eh bien, en termes d'armement, les cités ont la capacité d'armer 3 millions d'insurgés. Donc je vous laisse imaginer ce que ça représente aujourd'hui, 15 ans plus tard. Parce que depuis, il y a eu la guerre des Balkans, c'est-à-dire que les premières cargaisons d'armes qui sont arrivées en France, qui ont pu aller tranquillement s'installer avec des cantines pleines dans les sous-sols des cités, provenaient de la chute du mur de Berlin, donc des pays de l'Est. Après, il y a eu la guerre des Balkans, il y a eu d'autres théâtres d'opération, d'autres guerres déclenchées toujours par l'OTAN et le réseau Gladio et la CIA, qui ont toujours permis, après, avec cette grande ouverture des frontières, qu'on alimente la France en divers mafias diverses, mais aussi en armement clandestin, en armement de guerre. Et quand je parle d'armement de guerre, et quand les renseignements généraux de l'époque parlent d'armement, on ne parle pas de fusil de chasse ou de fusil à pompe, attention, nous parlons de fusils d'assaut russes AK-47 en 7,62 Tokarev, de tonnage de munitions qui vont avec, de RPG-7, RPG-9, c'est-à-dire des lance-roquettes anti-chars russes. C'est de l'armement extrêmement offensif avec des grenades à main russes, enfin toute la panoplie. Ça, ce type d'équipement, ce type d'armes de guerre, donc, depuis des dizaines d'années, s'entasse dans les banlieues, et cela dénote un sens de l'organisation extrêmement inquiétant, parce que c'est très très rare qu'il y ait eu ces armes qui sortent de ces cités pour commettre des crimes. Très rare. Et j'attire l'attention des gens qui m'écoutent là-dessus. Ça dénote vraiment un sens de l'organisation très alarmant. Ça veut dire qu'il y a vraiment une espèce de discipline. Il y a des bandes qu'on dit des petites bandes, mais ces bandes sont, à mon avis, parfaitement organisées. Et il y a donc certainement une dangerosité réelle qui n'est pas à prendre à la légère. De même que ce qui se passe dans certaines mosquées, avec des appels au djihad, avec des appels à la haine, avec des appels à la charia, etc. C'est une réalité. Alors j'en reviens encore, je suis obligé de le faire à chaque fois, à cette mise en garde du raisonnement binaire. Ça ne veut surtout pas dire que la cible, ce sont les cités, ce sont les mosquées. C'est une réalité par-dessus laquelle, bon gré mal gré, des populations qui sont montées les unes contre les autres, essayent tout de même de vivre. Donc, cette configuration est extrêmement confuse.
Elle est extrêmement confuse et ça risque d'éclater à tout moment, ça risque de péter à tout moment. Et je pense que maintenant le seuil a été, le point de non-retour a été passé, donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. J'ai évoqué assez, je crois, les vraies causes des événements du vendredi 13 novembre dernier, qui sont les suites logiques d'un complot contre la nation française, pour rester déjà sur cette notion-là, un complot contre la nation française qui est censé s'étendre au reste de l'Union européenne, d'où le cirque tragique des migrants provoqués après le saccage des pays du Moyen-Orient par l'OTAN. Et dans le cadre de ce complot-là, c'est bien une guerre de religion qui est prévue de mettre à feu et à sang la France. Une guerre, ça ne se fait pas avec un seul camp. Pour provoquer une guerre, pour provoquer un chaos d'une telle ampleur, entre deux religions antagonistes, qui partiraient d'un point précis, qui est la France, il faut qu'il y ait deux factions opposées qui s'opposent très violemment, qui est de la riposte. Ces deux factions opposées existent. C'est-à-dire que nous avons d'un côté tout ce qui correspond à la menace de la terreur islamiste, et je le répète, même si tout cela est une monstrueuse, une satanique mise en scène, les réseaux dormants islamistes existent dans toute la France. L'armement lourd de guerre dont j'ai parlé, fusils d'assaut, lance-roquettes, modèle russe, RPG-7, RPG-9, grenades à main, munitions, cantines pleines de munitions, tout cela est présent sur le sol national depuis des dizaines d'années. Depuis la chute du mur de Berlin, depuis la guerre des Balkans, depuis les autres guerres qui ont été provoquées par l'OTAN, qui ont permis que le trafic d'armes approvisionne ses réserves pour le jour du déclenchement de la guerre sainte sur le sol national. Et je dis bien, le déclenchement de la guerre sainte. Je n'ai pas dit le déclenchement du djihad, parce que c'est d'une guerre sainte dont je parle maintenant. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons donc ce qui est prêt, dans le camp des islamistes, qui sont évidemment organisés, montés, manipulés par Gladio, par la CIA, avec Daesh qui a été monté par la CIA et financé en partie par les Qatars et l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas se faire d'illusions, quand on est à plus de 2000 milliards de dollars en termes de budget, c'est qu'il y a des planchers billets qui tournent. Et en ce qui concerne maintenant l'autre camp qui va venir en confrontation, personne n'imagine qu'il puisse être aussi assez puissant. Et comment peut-il être puissant? Tout simplement parce qu'il est au cœur de l'armée. C'est un virus qui est au cœur de l'armée. Ce virus porte un nom. Le projet Alfie. Je pense que personne n'a entendu parler de ça, à part quelques initiés. Et moi par accident. Armée de libération de la France islamisée. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que, dans l'esprit d'un très grand nombre d'officiers supérieurs et d'officiers généraux de l'armée française, en active et en retraite, il y a une idéologie forte liée à l'histoire de la France, liée aux pseudo-valeurs de la France, liée aux guerres de colonisation, liée à la tragédie de la guerre d'Algérie, liée à la trahison du général de Gaulle, liée à l'OAS, tout ce qui a été orchestré par Gladio. Eh bien, derrière cela, derrière cette idéologie de guerre sainte, il y a donc une force réelle d'un réseau dormant, extrêmement puissant, qui a une grande influence sur l'armée, ou en tout cas qui entend en avoir une grande au moment opportun. Le moment opportun, le dernier moment, dont tant de personnes parlent. Quand il s'agit d'aborder le thème de qu'est-ce qu'il faut faire, et on nous répond « au dernier moment nous agirons », c'est le déclenchement de la guerre civile qui est attendu donc par cette mouvance. C'est-à-dire que d'un côté nous avons les djihadistes qui attendent le moment de la guerre sainte du djihad, et de l'autre côté nous avons eh bien, la même chose en couleur,
mais du côté chrétien catholique. Des fondamentalistes catholiques, des patriotiques, des patriotes, dont la foi religieuse et l'idéal patriotique sont détournés, manipulés, instrumentalisés pour être l'ingrédient majeur, l'énergie majeure du chaos. Puisque ce sont des manipulations d'idéaux. Cette mouvance, dont je dénonce l'existence peut-être en exclusivité, je l'ai croisée il y a 25 ans de cela. Je suis obligé de venir sur ma propre histoire pour que vous compreniez que ce n'est pas un fantasme, que ce n'est pas une invention. C'était à l'époque où j'étais donc jeune gendarme, où j'avais eu des déboires assez sérieux avec ma hiérarchie, parce que je m'étais rebellé contre des violences commises par mes collègues gendarmes d'odieux ripoux sur des populations défavorisées en Guyane française. Ce qui m'a conduit à avoir une carrière qui tournait vraiment au vinaigre et à poser ma démission. Seulement au moment où je posais ma démission, où je sentais que je ne pouvais plus faire une carrière de gendarme, que ce n'est pas là que je pouvais servir mon idéal, il se trouve que j'avais déjà pris attache avec certaines mouvances. Donc, je faisais partie d'une association qui s'appelait, je ne sais pas si elle existe toujours, Baguera, qui est une association qui regroupe des anciens, essentiellement des anciens du 11e choc, du historique 11e régiment parachutiste de choc, qui est le régiment par excellence, l'unité des services actions, du service action des services secrets. Là, au sein de cette association, que j'avais intégrée de plein gré, en étant sympathisant de tout ce qui était lié à la Seconde Guerre mondiale et à la résistance, parce que j'avoue avoir une certaine influence de par mon historique personnel, familial, c'est-à-dire le rôle qu'ont joué mes deux grands-pères, grand-père maternel, qui était chef d'un réseau de résistance en Afrique du Nord, et grand-père paternel, qui était celui qui donc était un des Français qui parlait au français à Radio Londres, avant de faire les débarquements et d'être capturé par les Allemands, d'avoir eu lui aussi un épisode assez rocambolesque. Bref, j'ai donc été, dans ma jeunesse, soumis à cette influence et été un sympathisant de tout ce qui était lié à l'histoire de la France, à la résistance, et j'avais de très fortes valeurs patriotiques, et je vous l'avoue très sincèrement, j'ai failli avoir ces valeurs-là détournées. J'ai failli tomber dans ce milieu. J'étais à deux doigts de tomber dans ce milieu. Donc, quand j'étais jeune gendarme, que sur mon temps libre, j'allais retrouver des activités de cette association Baguera, à travers lesquelles je croisais des personnages qui me faisaient venir la chair de poule, comme le sergent Jack Isaac, comme le général Ossarès, des gens qui ont été des figures extrêmement fortes de la résistance, de la fabrication de l'armée résistante qui est venue libérer, qui est venue participer au débarquement. Eh bien, j'ai parlé de mes problèmes, évidemment, avec des officiers supérieurs de l'active que j'ai rencontrés, qui se sont intéressés à moi, dans le cadre de cette association, dans le cadre de ces sorties, de ces activités. Je vais taire les noms parce que ce n'est pas la peine que je balance des noms. D'ailleurs, je ne veux pas balancer quoi que ce soit. Je veux mettre en garde. Je veux aussi essayer de faire réfléchir des gens qui sont très profondément impliqués là-dedans, tout en sachant que ça risque d'être très vain, puisque quand on est formaté, quand on est intégriste, en principe, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je suis en train de décrire un phénomène. À un moment donné, un officier supérieur du service action, un colonel, m'a dit: tu sais, mon gars, tu as raison de vouloir quitter la gendarmerie. C'est normal que, vu ton profil, tu aies les problèmes que tu as à l'heure actuelle en gendarmerie. Sache que la gendarmerie a toujours été du mauvais camp. La gendarmerie a trahi pendant la Deuxième Guerre mondiale, en étant au service de Vichy, de la République, et en étant accrochée donc à Vichy. La gendarmerie a également trahi très sévèrement lors de la guerre d'Algérie, en n'étant pas du côté de l'OS. Par contre, viens de notre côté. Tu veux servir la France? Tu veux faire une carrière intéressante?
Les services spéciaux t'intéressent? Tu as le profil. Je vais t'indiquer quel est le chemin à suivre pour faire une carrière particulière. Ce colonel du service action, qui était donc en activité au service action, a, semble-t-il, passé quelques coups de fil. Non pas pour que je puisse passer des tests en trichant, mais pour que ma mutation interarmée puisse se faire. C'est-à-dire qu'il a joué de son influence directement sur le ministère de la Défense. Ce colonel m'a aidé. De toute façon, parce que j'avais très peu de chances que le ministère de la Défense accepte ma mutation interarmée de la gendarmerie dans une unité des forces spéciales. L'unité des forces spéciales vers laquelle ce colonel m'a aiguillé, il m'a dit: tu as deux choix. Tu as le 11e choc, et nous étions donc dans une association qui représente le 11e choc, mais il y a aussi une autre unité qui est particulièrement intéressante, et il se trouve que le chef de corps est un ami. Mais pas de ça. Tu vas passer tes tests, tu vas, si tu veux rentrer dans cette unité, y rentrer, tu vas te préparer, tu vas faire ce qu'il y a à faire, du plus bas de l'échelon, parce que de sous-officier, je devais perdre un galon, je devais rentrer en tant que caporal-chef, donc être dégradé, ne plus être encore des sous-officiers, pour accepter de rentrer dans cette unité-là. Eh bien, je l'ai fait. J'ai choisi le 1er PIMA de Bayonne. J'ai été sous les ordres d'un certain lieutenant-colonel Didier Tauzin à l'époque, qui donc, semble-t-il, était l'ami de ce colonel du service action. Et la ligne de carrière que je devais prendre était de faire partie donc de cette unité des forces spéciales, très certainement pour après travailler dans les services secrets. C'était ce que j'avais décidé de faire, c'était ce que je pensais être le plus approprié à mon profil et à mon idéal. Je me suis dit, après tout, la carrière de gendarme ne s'est pas passée telle que je voulais, faisons quelque chose de fort, de radical. Allez, puisqu'on me dit que je vaux le coup, puisqu'on me dit que j'ai le profil, puisqu'on me dit que c'est possible, que je mérite mieux que ça, allons-y, faisons quelque chose d'exceptionnel. J'y suis allé. Au début, ça s'est très bien passé. Alors certes, je me suis accroché avec pas mal de monde, parce que justement, pour vous dire que les parachutistes ne sont pas spécialement très intelligents, j'avais des problèmes parce que je sortais de la gendarmerie. Et les parachutistes n'aiment pas les gendarmes. Surtout les parachutistes des forces spéciales. Donc j'avais des heurts. Parce que, ayant quitté la gendarmerie, ok. À certains, je pouvais faire comprendre, mais justement, si je suis parmi vous, c'est parce que je ne suis plus sympathisant. Je ne fais plus partie de ce milieu-là. Je suis aujourd'hui parachutiste. J'ai l'honneur de porter ce béret rouge. Donc comprenez que je ne suis plus gendarme. Ce que je pensais à ce moment-là. Parce que, petite parenthèse, aujourd'hui, j'ai compris que je suis toujours ce gendarme, et même plus que jamais. Je vais y revenir. Eh bien, quand j'étais sous les ordres du colonel Didier Tauzin, du lieutenant-colonel Didier Tauzin, j'ai assez rapidement été affecté à l'instruction spécialisée, qui est une cellule spéciale de cette unité spéciale. J'ai été remarqué par un officier supérieur, un commandant, celui qui commandait cette cellule spéciale. J'avais quelques cordes à mon arc. Il faut dire que quand j'étais gendarme, je déplorais le manque de caractère opérationnel de la gendarmerie de façon générale, ce que j'ai pu voir déjà en école de sous-officier. J'étais moi-même, dès la majorité, un tireur sportif. Quand j'étais gendarme, j'ai fait mon chemin dans quelque chose de particulier en termes de formation qui s'appelait, ça a été démantelé entre-temps, depuis, ça s'appelait le CITES, Comité International de Tir en Situation. Et le Comité International de Tir en Situation, c'est une petite parenthèse, je suis obligé de raconter un peu ma vie, était en fait un regroupement de centres de tir entre la Belgique et la France. Donc c'était des... en France, c'était les grottes de Saint-Astier, en Dordogne, qui était le principal centre du CITES. Et là, il y avait des rencontres internationales qui étaient organisées. Alors le CITES, ça consistait en quoi? Centre international ou comité international de tir en situation. C'était un cadre de formation et d'entraînement pour les gendarmes, les policiers et les douaniers du monde entier, qui apprenaient le tir sélectif essentiellement, c'est-à-dire des mises en situation avec l'arme de service, pistolet automatique, revolver, ce que porte le gendarme, le douanier et le policier, que ce soit d'unité d'élite ou simplement gendarme de base ou policier de base, toutes des mises en situation
qui va de la prise d'otage simulée dans un bus à une mission de protection rapprochée qui tourne mal avec une prise sous le feu, etc. Ou des mises en situation où on est amené à faire du tir riposte ou à progresser avec des cibles en 3 dimensions qui apparaissent et sur lesquelles il faut le faire feu avec son arme de service. La plupart du temps, les concours se faisaient avec une arme de service. Bref, vous avez compris un peu l'ambiance. Il se trouve que donc je participais en tant que jeune gendarme au CITES et que j'avais fini par prendre un petit peu de grade dans cet environnement et que j'étais passé arbitre international. C'est-à-dire que j'assistais dans les progressions des unités des membres qui venaient participer aux rencontres internationales. Et dans ces rencontres internationales, nous avions le RAID, nous avions le GSG-9, le GSG-9 allemand, nous avions des unités d'élite de la police de Moscou, de Lituanie, nous avions les élites de la Guardia Civile espagnole, des unités d'élite de la police italienne, des unités d'élite du monde antiterroriste et des services spéciaux. Essentiellement des unités d'intervention. Et à un moment donné, donc ça apparaissait dans mon CV, en quelque sorte, au premier PIMA, et le commandant m'a demandé d'encadrer une équipe de tireurs, ce sont des équipes de 3, au pistolet, pour participer à ces rencontres internationales, qui, je le répète, étaient réservées aux unités de police, de gendarmerie et douanières, et la douane. Normalement, tout ce qui est militaire, armé, pouvait participer, mais avait un classement à part, un classement qui n'était pas dans le classement officiel, puisque ces personnels, ces unités de l'armée n'étaient pas censés être là. Voilà, tout simplement. Donc j'ai dit oui, absolument, c'est tout à fait possible, j'en serais très honoré, et j'ai fait mon job. Et j'ai participé, donc les meilleurs tireurs du régiment ont travaillé un petit peu avec moi, et une équipe a été formée. Je devais donc arbitrer une rencontre internationale à laquelle il y avait le premier PIMA de Bayonne qui participait pour la première fois. L'idée pour mon commandement du premier PIMA était de bénéficier de l'environnement dont je faisais partie, le CITES, pour pouvoir augmenter le carnet d'adresses, c'est-à-dire faire des liens avec diverses unités, même étrangères, ce qui pour moi était très très intéressant et tout à fait pertinent. Donc j'étais très motivé pour la petite mission qui m'était proposée, qui n'est vraiment pas grand-chose. La rencontre s'est très bien passée, les gars qui ont participé à cette rencontre internationale ont très bien tiré. Seulement le problème, c'est qu'ils ont été classés dans le hors-rang, s'ils n'étaient pas classement officiel. Et on me l'a reproché, comme si moi, petit arbitre de rien du tout, je pouvais avoir une influence et avoir volontairement fait classer mes camarades dans un classement parallèle. Bref, quand on est revenu de cette rencontre, j'ai commencé à avoir des soucis, curieusement. Alors aujourd'hui, je l'assimile à des jalousies, toutes bêtes, parce qu'un tout jeune gars qui vient de rentrer au premier PIMA, qui dès la première année se retrouve instructeur dans la cellule de l'instruction spécialisée, ça en exaspérait quelques-uns, et ce que je peux tout à fait comprendre. La seconde corde à mon arc que j'avais, c'était que j'avais passé depuis pas très longtemps un monitorat de full contact pour enseigner le full contact à mes camarades gendarmes en équipe légère d'intervention. Et donc, ces 2 petites cordes à mon arc, si vous voulez, entre les sports de combat et le tir de combat au pistolet, faisaient que j'avais attiré l'attention du commandant de la cellule spéciale instruction spécialisée. Ok, bon. Je me retrouve là-dedans, tout se passe plutôt bien, jusqu'à ce petit accrochage que j'ai avec d'autres camarades qui me reprochent le fait qu'ils n'ont pas été dans le classement officiel. Et à un certain moment, je suis pris à partie par le commandant de l'unité en question, de la cellule spéciale. Il y a eu un incident. Moi qui faisais partie de la cellule, à un certain moment, j'ai chargé des véhicules qui devaient partir sur le terrain pour faire je ne sais quoi, avec des postes radio militaires, équipés de fréquences spéciales, évidemment, qui devaient partir sur le terrain. Et il y a eu une équipe d'officiers qui est partie faire je ne sais quoi, je ne sais où, ça ne me regarde pas. Seulement, c'est moi qui avais chargé la P4, c'est-à-dire le véhicule tout-terrain qui devait partir. Quand le véhicule est revenu et que quelqu'un d'autre a déchargé les matériels, il manquait 2 postes radio.
Immédiatement, j'ai été désigné comme coupable, parce que j'avais fait aussi un stage de radio. Donc on m'a dit, voilà, Maillot, très certainement, sait quelles valeurs peuvent avoir ces postes radio, et comme il fraternise avec l'ennemi, je vous le donne en mille, c'est qui l'ennemi? Les Russes. Parce qu'effectivement, quand j'étais au CITES, quand je faisais mes rencontres internationales, j'étais le premier à faire du relationnel à droite à gauche, avoir un bon contact avec les gens, et j'avais de bons camarades, effectivement, qui venaient de l'Académie de police de Moscou, des officiers, et nous avions échangé des uniformes. À l'époque où j'étais gendarme, déjà, des officiers que j'ai retrouvés quand il y a eu cette rencontre internationale avec le premier Pays-Bas. Et donc j'avais dans mon placard des uniformes d'officiers de l'Académie de police de Moscou, effectivement, au premier Pays-Bas de Bayonne. Seulement tout le monde savait très exactement quelle était la provenance de ces uniformes d'officiers russes. Et on a prétexté, de par mes bonnes relations avec des officiers de l'Académie de police de Moscou, que j'étais en collusion avec l'ennemi. Alors là, subitement, il est redevenu l'ennemi, hein, le russe. J'ai été viré de la cellule. J'ai été accusé d'avoir volé les postes radio et de les avoir vendus aux Russes. Mais non, nous étions en dehors de la guerre froide, c'était entre 93 et 94. Nous n'étions plus du tout dans la guerre froide. J'ai été accusé d'avoir volé donc ces postes radio pour les vendre aux Russes. Et je me rappellerai toujours le commandant de l'unité, le commandant de la cellule IS pour laquelle je travaillais, qui me fait venir dans son bureau, qui me dit « Maillot, je ne sais pas qu'est-ce qui me retient de te coller contre le mur. » Bon, ce qui le retenait, c'est que je cognais assez fort, moi, à l'époque. Il m'a fait tout un grand cinéma pour me dire que j'étais la honte du régiment et que, évidemment, j'allais être viré, jeté en prison, etc. J'ai été, en tout cas, viré dans un premier temps de la cellule IS. J'ai été mis au cachot, comme je n'étais plus sous-officier, mais homme du rang, caporal. J'ai été mis au cachot, 45 jours. Avant cela, la gendarmerie de Bayonne est venue m'accrocher un radiateur, je ne sais plus, un jour, 2 jours, pour me faire parler. Je n'ai pas parlé puisque je n'avais rien à dire. Il n'y avait rien à dire, mais en fin de compte, il y avait bien 2 postes radio qui avaient disparu. Alors, toute une longue histoire pour vous expliquer d'où je tiens mes sources. Bref. Et en bout de course, je vais quand même finir cette histoire personnelle parce qu'elle a une fin, et c'est bien de connaître la fin, parce qu'après on va encore me dire que j'ai été viré de l'armée, ou qu'on a des dossiers sur moi, etc. Comment ça s'est fini au premier Pays-Bas de Bayonne? Eh bien, après être sorti de mes 45 jours de cachot et être officiellement le voleur des 2 postes radio, alors que moi, j'avais tout donné pour faire participer mon unité au CITES. J'avais créé un club de boxe américaine de full contact au premier Pays-Bas, rattaché à mes fédérations, qui je crois existe toujours, en faisant entre les cours que je donnais pour la cellule et les cours que je donnais pour le club fédéral, que j'animais tous les jours, tous les soirs. J'étais quelquefois jusqu'à 6 heures de cours par jour. Je n'arrivais plus à marcher à cause d'inflammations graves que j'avais chopées aux hanches. J'avais été pressé comme un citron par cette unité, mais j'étais fier de faire ce que je faisais. J'y croyais. Et patatras, on m'accuse de la pire des choses qui puissent être... je veux dire, imaginez-vous un jeune gars bourré d'idéal qui se fait accuser de voler du matériel militaire pour le vendre à l'ennemi. Quand je suis sorti du cachot au bout de 45 jours, j'ai pris une décision. J'ai déserté. J'ai déserté de l'armée, du premier Pays-Bas de Bayonne. Je me suis retranché quelque part à Bayonne, dans un appartement, chez un copain. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'avais une copine. Cette copine, elle, a été récupérée, a été arrêtée par les gendarmes sur son lieu de travail. Elle était hôtesse dans un magasin. Et amenée à la gendarmerie, mise en garde à vue, perquisitionnée. Donc, à la fin de la journée, c'était plus ma copine. Mes bagages étaient dans une cantine dehors dans la rue. J'avais juste à la récupérer et après à trouver une planque. Bref. Bon, ça s'est fait dans un deuxième temps. C'est pour schématiser. Pour vous dire aussi jusqu'où sont allés les gendarmes. Ils ont été vraiment très sympathiques avec moi. Ils m'ont désigné coupable. Ils n'attendaient que ça.
Et pour dire aussi que la gendarmerie, une fois qu'elle vous a en viseur, elle vous suit. Et donc, je suis recherché par toute la gendarmerie parce que j'ai déserté. Je suis à Bayonne et qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je suis en train de monter une opération commando, moi tout seul dans mon coin. Et je veux choper le lieutenant R, le lieutenant Roméo, pour ne pas citer son nom, qui était un des principaux avec le commandant Roméo aussi, pour ne pas citer son nom, qui m'ont désigné comme coupable. Et je voulais tout simplement attaquer cet officier dans la rue, avec une cagoule et un fusil à pompe que j'avais raccourci, et le faire parler. Lui faire dire pourquoi il m'avait désigné comme coupable et pourquoi lui avait volé ou fait disparaître ses postes radio. Et en fin de compte, pendant que je préparais mon coup, un mois est passé, où je suivais donc l'officier que j'avais pris pour cible quand il sortait de la citadelle. Et avant d'arriver au moment où j'allais passer à l'action, c'est-à-dire je me rappellerai toujours de ce jour, où j'étais dans le petit bar qui est en bas de la rue qui descend de la citadelle, avec ma housse TAP, avec dedans mon équipement, fusil à pompe coupé, munitions, cagoule, tout ce qu'il fallait. Et c'était le soir où j'avais décidé de passer à l'action. Et là, j'ai quelques camarades qui, après le service, viennent boire leur coup, qui viennent me voir, qui me disent « Maillot, qu'est-ce que tu fais là ?» Mais tu sais que toute la gendarmerie te recherche. Mais en tout cas, c'est bien, on est au courant de ce qui s'est passé. Tu sais qu'ils ont retrouvé les postes radio. Pardon. Ils ont retrouvé les postes radio. Les deux couillons, là, le lieutenant R et l'autre abruti machin, ils les avaient oubliés. Ils étaient allés faire quelque chose, on ne sait pas quelle manip, dans les Landes. Ils avaient dormi dans une grange chez un paysan, dans le foin. Et là, ils avaient tout simplement oublié les postes radio dans le foin. Et quelques mois après, le paysan, qui avait ces deux machins, qu'il avait retrouvés dans son foin, eh ben, il avait décidé d'aller quand même à la gendarmerie dire « Ah ben écoutez, j'ai trouvé quelque chose de bizarre dans mon foin, je vous rapporte parce que ça m'inquiète un peu. » Vous imaginez un peu le jour où je devais passer à l'action. Souvent, je me dis qu'il y a quelque chose qui me protège. En tout cas, ce jour-là, c'est le lieutenant R qui a été protégé. Moi, j'ai restauré mon sang-froid. J'ai dit, bon, l'honneur est sauf. Ok, j'ai déserté un mois, mais l'honneur est sauf. Quoi qu'on puisse me faire, il sera établi que je n'ai jamais rien volé. Le lendemain matin, rasé, de frais, béret rouge bien vissé sur la tête, treillis bien repassé, je remonte tranquillement à la citadelle de Bayonne pour me faire arrêter. Je passe le poste d'entrée. Tiens, c'est curieux, on ne saute pas dessus. Ah, tout à fait, oui, j'étais déserteur. Et bon, il faut savoir quand même que ça rigole pas trop avec ça, en principe. Hein. Et donc, j'étais... je suis rentré pour m'expliquer, évidemment, du fait que j'avais déserté, puisqu'on avait retrouvé mes postes, et puisque mon opération pour faire parler l'officier qui m'avait fait ce coup tordu n'était donc plus d'actualité, tout simplement. Et il se trouve que le capitaine commandant, donc la compagnie à laquelle je faisais partie, à laquelle j'appartenais, pardon, capitaine Redley, je vais citer son nom parce que c'est un homme admirable, que j'ai donc, même si je n'ai pas connu longtemps, considéré comme un ami, et qui est mort. Il s'est jeté sous un train après une mutation dans un service à Paris. Et cet homme m'a dit, quand je suis rentré, toi et moi, Maillot, tout à l'heure, on va mettre les gants, on va se foutre sur la gueule parce que tu es un sale con. Tu es vraiment un sale con. Et par contre, je t'ai sauvé le cul. Et il a posé sur son bureau un papier. Il a dit ça, c'est un certificat médical. Parce que pendant tout ce mois où tu étais déserteur, en fait, tu étais malade. Et après, avec un petit sourire, maintenant, va voir le colonel, va t'expliquer. Le chef de corps, le lieutenant-colonel Didier Tauzin, devait me recevoir donc en fin de matinée, suite à cet incident. Moi, je devais m'expliquer. J'espérais être réintégré à la cellule d'instruction spécialisée, bien que c'était assez délicat vu l'ambiance. Et moi, tout petit bonhomme de rien du tout, j'avais peut-être pas toutes mes chances. En tout cas, j'espérais en tout cas être maintenu au sein de cette unité des forces spéciales, ne pas être muté dans un autre RPIMA. Et
Et je pensais aussi, vu ce qui s'était passé avec le capitaine Redley qui m'avait fait faire ce faux certificat médical, que j'étais appuyé. Manque de chance, le téléphone sonne à ce moment-là, dans le bureau de l'adjudant d'unité. On me passe sa communication. Tiens, Maillot, une communication de l'extérieur. Comment ça se fait? Personne ne... Qui sait? Ah oui, peut-être ma famille encore. J'ai plus de rapport avec ma famille. Mon frère, Claude Maillot, médecin, qui me dit laconiquement, notre père, qui est sur l'île de la Réunion, où il était parti avec sa femme, ma mère, en retraite, prendre sa retraite, est en train de mourir d'un cancer. C'est foudroyant. Cancer du fumeur. Je ne peux pas te dire pour combien de temps il en a. Peut-être une semaine, peut-être quelques semaines. Prends tes responsabilités. J'étais bouleversé. Profondément bouleversé. Quand je suis arrivé dans le bureau du lieutenant-colonel Didier Tauzin, je ne savais plus quoi faire. Je pensais à mon père qui était en train de mourir, que je voulais quand même absolument revoir une dernière fois. Et je lui ai simplement dit, écoutez mon colonel, je ne vais pas vous y aller par quatre chemins, et j'ai un problème personnel, qu'il devait certainement savoir, puisqu'aucune communication n'est secrète aux premières communes de Bayonne. Je souhaite démissionner, je souhaite quitter l'armée définitivement. Et tout ce que je vous demande, c'est que vous me facilitez la chose pour que je puisse aller voir mon père mourir sur l'île de la Réunion. Le lieutenant-colonel Didier Tauzin a simplement répondu « Très bien, je ferai le nécessaire ». Tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était ça. C'était démissionner. J'en avais ras-le-bol. J'étais aussi sur les nerfs, nerveusement très éprouvé. Mais quelque part, un petit peu au fond de moi-même, j'espérais qu'une main me soit tendue et qu'on me dise « Calme-toi mon gars, voilà 15 jours de perme, reviens, et après on verra ». Non, c'était OK pour que je puisse démissionner. Évidemment, le petit caporal que j'étais était bien plus gênant pour l'ambiance générale, même si il n'avait absolument rien fait, au contraire, que d'accepter de se faire presser pour un citron et de donner le meilleur de lui-même. Petit retour en arrière. La mouvance que je fréquentais à Baguera, qui se disait très ouvertement OAS, avait parlé de ce projet, qu'il faudrait libérer la France de l'islam et que ça se ferait. Seulement, c'était le genre de discours qui me passait un petit peu d'une oreille à l'autre. Ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Je n'avais pas prêté attention à l'époque. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que cette mouvance est toujours aussi influente au sein de l'armée. Je sais qu'elle est donc, historiquement, elle se revendique de l'OAS et qu'elle est profondément manipulée par Gladio. Après, j'ai d'autres indices là-dessus. En ce qui est lié avec la Belgique, je préfère taire parce que je suis obligé de citer des noms. Et ça, c'est... Ce que je veux, c'est que tout le monde comprenne. Que les gens comprennent l'idée de cette mouvance extrêmement dangereuse, qui a donc une très forte influence sur l'armée et qui veut la guerre sainte en France. Alors aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français, un certain personnage qui fait irruption, qui a fait irruption comme par hasard, quelque temps avant les attentats. Et je parle du général en retraite Didier Tauzin. Alors, je pense que pas mal de gens ont pu le voir, je crois qu'il est passé sur France 3, il est passé dans des télés alternatives comme Liberté TV. Il y a pas mal de vidéos qui circulent sur Internet et qui ont une très bonne audience. Le personnage est très crédible, il a un charisme certain, il a une énergie certaine, il s'oppose en chef de guerre, c'est-à-dire un rôle qui manifestement est prévu. Les rôles sont distribués, il y a des rôles qui doivent être pris et les personnages qui doivent prendre ces rôles sont déjà sélectionnés et ont déjà leur mission. Et je pense, j'espère sincèrement me tromper, je pense que mon ancien patron fait partie de ce jeu. Et je pense qu'il est manipulé dans cette mouvance, comme le sont, d'après moi, tous les officiers de tendance catholique intégriste, tous les fanatiques, par définition, sont manipulés. Et pourquoi je pense que lui représente cette autre partie de la menace qui vient piéger tous les citoyens français et les autres? Parce qu'il s'oppose en chef de guerre. Alors c'est très bien. Nous voyons un petit peu en détail
les déclarations les plus fortes contre des rushs du général Tauzin, du général en retraite Didier Tauzin. Déjà, il faut préciser que le général Didier Tauzin a pris sa retraite il y a quelque temps. Pourquoi est-ce si important? Parce que si cet homme-là avait osé intervenir avant de prendre sa retraite, qu'il ait fait ce qu'il fallait, qu'il ait serré les dents, qu'il ait accepté toutes les compromissions que l'on peut accepter pour monter au rang d'officier général, qu'il ait serré les dents et les poings pour arriver à ce rang, pour se servir de ce rang et faire quelque chose, c'eût été admirable. Mais ça n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit d'un monsieur qui, tout compte fait, a fait une brillante carrière, certes très brillante, depuis les services secrets français jusqu'à être chef de corps du 1er PIMA et finir général. Très très brillante carrière. Il a servi fidèlement, loyalement, tous les traîtres à la nation qui se sont succédés et qu'il dénonce aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le discours. Je veux dire, le tout petit bonhomme que je suis, si on veut faire une comparaison, il a fichu sa carrière en l'air de gendarme par intégrité. Et dernièrement, on le voit dans ce qui s'est passé avec l'affaire Vincent en 2006. Je suis allé jusqu'à flanquer ma vie sociale en l'air pour aider un gosse. Donc, c'est-à-dire que quand je parle de certaines choses, quand je parle d'idéal, quand je parle de valeurs, je peux regarder les gens en face. Parce que j'incarne ces valeurs. Parce que l'idéal que j'ai en tête, je le porte, je le pose par des actions. Je ne me compromets pas. Au contraire. Cela, ça a été toute ma vie. Donc, quand j'entends un général en retraite qui me dit un tel, en parlant des traîtres à la nation qui se sont succédés, en les pointant du doigt, en disant ils nous ont amenés au chaos, etc., etc. Oui, mais bon sang, déjà, à l'époque de François Mitterrand, moi, jeune gendarme, je voyais très bien la posture. On a bien vu que les présidents successifs étaient en train de laisser la France se faire, pour employer les mots de ce milieu de catholiques, intégristes, d'officiers supérieurs et généraux de l'armée, en train de se faire coloniser. Qu'est-ce qui a permis cette colonisation, cette invasion, mais au-delà de la notion d'invasion musulmane ou d'immigrés, qu'aujourd'hui nous devrions stigmatiser et pointer du doigt? Qu'est-ce qui a permis cet état, cette configuration explosive et fait en sorte qu'elle soit particulièrement explosive? Nos traîtres à la nation. Qui les a servis? Quelqu'un comme ce général en retraite Didier Tauzin. Donc je ne comprends pas le discours. Je note encore autre chose qui me chagrine. Il l'a dit clairement, un putsch, c'est ce qui mettrait le feu aux poudres, il ne faut surtout pas un putsch. Or, c'est la seule chose qu'il aurait fallu faire. Que des officiers supérieurs et généraux qui aient une certaine emprise, qui aient une certaine ascendance sur le reste de l'armée, organisent un putsch, fichent en l'air, que ce soit Mitterrand, Giscard, Sarkozy ou Hollande, mais c'est attendre bien loin. Donc, l'imposture du gouvernement qui nous plonge vers le chaos pour reprendre d'urgence les commandes de la nation en perdition. Cela n'a jamais été fait. Alors, je sais qu'il y a eu peut-être pas des tentatives, mais des projets de putsch. 2 contre Sarkozy. Au moins 1, à ma connaissance, contre François Hollande. Et toujours du milieu militaire, de l'armée. Et que ces projets de putsch, non pas qu'ils ont avorté, parce que le projet n'est pas allé bien loin, mais ils ont été abandonnés. Et quelles sont les mouvances secrètes, occultes qu'il y a dans l'armée qui puissent avoir une telle influence? Je parle toujours de la même chose. Parce que ces gens-là veulent la guerre sainte. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, que vous vous mettiez dans la tête, que vous preniez conscience de la réelle menace de cette configuration sur laquelle nous, 63 millions d'individus, nous sommes assis. Tout est prêt pour cette guerre sainte, et c'est peut-être même plus du côté de ces mouvances paramilitaires ou assimilées, de cathos intégristes, fanatiques,
qui voient leur foi religieuse totalement manipulée et détournée, qui représentent la plus grande menace à l'heure actuelle sur le territoire national. Moi, en tout cas, c'est ce que je redoute le plus. Je vais vous donner un autre exemple. Quand je fréquentais, à une autre époque, certains milieux franc-maçonniques, parce que j'ai fréquenté les milieux franc-maçonniques aussi, non pas que je voulais y rentrer, tout simplement qu'à un certain moment, j'ai demandé de l'aide à un avocat qui se disait être un mangeur de francs-maçons, et qui en réalité était un franc-maçon, mais qui faisait partie de la loge opposée que celle qui m'avait fait des misères sur l'île de la Réunion, donc bien des années plus tard, quand j'étais chef d'entreprise dans la protection des biens et des personnes. Eh bien, cet avocat qui était censé m'aider à me sortir d'une toute première machination judiciaire qui m'avait coûté mon entreprise à l'époque, s'intéresse à mon personnage lui aussi, à mon passé, et m'a fait rencontrer tout un tas de personnes très intéressantes, donc là encore, notamment des gens qui faisaient partie des services secrets du SAC, pour être précis, des barbouzes, et à une réunion, une petite réunion plus ou moins formelle, organisée par cet avocat qui a une certaine renommée et qui est une sinistre ordure de Nice, qui fait partie du barreau de Nice, m'a présenté un officier, un lieutenant-colonel qui venait de passer en retraite, si je me rappelle bien, pilote de chasse. Et lui m'a carrément dit, quand la guerre civile éclatera, et elle éclatera, et nous espérons bien qu'elle éclatera, moi, en tant que réserviste, j'ai pris les devants, j'irai dégoter un Mirage 2000 armé, et j'irai larguer mes bombes sur les quartiers nord de Marseille. Ces gens-là ne sont pas des plaisantins. Ce ne sont pas des petits mythos qui vont tous les soirs faire les piliers de bar au bar du coin, au bar PMU du coin. On parle d'officiers supérieurs, d'officiers généraux, de gens qui ont eu entre leurs mains des milliards de matériel sensible, qui savent s'en servir et qui sont déterminés à faire leur guerre sainte. Et ces gens-là, qui ont de tels moyens, qui ont un tel ascendant, qui ont un tel idéal, et qui sont bien au cœur aussi du problème, de la configuration que je vous décris, eh bien, pour eux, qu'il y ait des centaines de milliers, voire des millions de civils sacrifiés, eh bien c'est du dommage, c'est de l'ordre du dommage collatéral. C'est célèbre dans les ambiances de guerre sainte, n'est-ce pas? Dieu reconnaîtra les siens. L'important, c'est de nettoyer la France, les cités, les mosquées, mais pas au Karcher. Et de rendre à la France ses vraies valeurs, qui sont celles du judéo-christianisme. Voilà le discours de ces gens-là. Mais ce qu'ils ne vous disent pas quand ils vous parlent devant une caméra de télévision, c'est comment ils veulent y arriver. Ils veulent le déclenchement de la guerre civile et très probablement sont-ils manipulés à ce point par le réseau Gladio pour participer à tout ce qui peut provoquer l'escalade. Après, c'est de l'ordre de l'hypothèse de crime. On peut prendre plusieurs hypothèses de crime. Quand on a observé la scène de crime du vendredi 13 novembre, on peut tirer des conclusions. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Mais tout est possible parce que tout est manipulation. Et il y a effectivement deux forces très dangereuses mises en opposition ou au plein cœur de notre pays. Et 63 millions de Français, ou en tout cas de personnes vivant sur le sol national, sont assis sur cette configuration extrêmement dangereuse. Voilà quelle est la situation. J'espère que j'ai été clair. Donc, je reviens sur ce qu'il faut faire dans l'urgence. Quand on a identifié une crise telle que celle qui est en train de se produire, une menace aussi précise, il y a deux concepts. C'est la soustraction des personnes à la menace. En un. En deux, la neutralisation de la menace.
La menace, elle est ciblée, elle est matérialisée, elle est identifiée. Très bien. C'est ce gang qui squatte l'appareil d'État. Nous sommes d'accord. Donc il faut agir pour la protection immédiate des personnes, c'est-à-dire 63 millions de personnes qui sont sur le sol national, et dans le même temps agir pour aller mettre hors d'état de nuire ceux qui ont les pleins pouvoirs en France et qui entendent les utiliser jusqu'au bout pour faire déclencher le chaos. Ça veut dire qu'on n'a, vous l'avez bien compris, pas le temps d'attendre les prochaines élections présidentielles, que ceux qui parlent de se poser en chef de guerre donc pour les prochaines élections sont totalement à côté de la plaque. Et ceci dit, le terme de chef de guerre, avec toujours ces titres, la France est en guerre, etc., ça n'est pas quelque chose non plus qui me parle. Je dis qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut, c'est un chef de paix. Mais pas demain, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on est confronté à des gens qui se positionnent en chef de guerre, mais pour nous plonger dans la guerre civile. Moi, je ne veux pas être chef de guerre dans un cadre de guerre civile. C'est ça la nuance. La guerre qui doit être menée, elle est contre les imposteurs, contre les traîtres à la nation. Elle est contre tout ce qui a été installé et qui constitue une menace directe et immédiate à l'intégrité physique des gens qui vivent sur le territoire national, qu'ils soient français, qu'ils soient roumains, qu'ils soient tziganes, qu'ils soient d'origine maghrébine ou de ce que nous voulons, de quelque confession religieuse qu'ils soient, de culture. Il n'y a pas de distinction à faire. À l'heure actuelle, nous sommes une seule et même collectivité que l'on essaye de diviser et de monter en camp opposé pour un grand déchirement, pour un grand massacre qui, s'il se déclenche, durera, à mon sens, une bonne dizaine d'années dans un climat de barbarie que l'humanité n'a pas en mémoire à l'heure actuelle. Je veux dire, pour beaucoup l'attendent comme « Oh putain, il y en a marre, il faut une bonne guerre civile pour nettoyer un peu tout ça, parce que tout le monde en a marre. » Mais est-ce que réellement, vous projetez dans votre esprit cette image de ce que peut être une guerre civile de religion? Avec, même pas, pour commencer, quand elle explosera, à peine 20 000 gendarmes et policiers anti-émeutes à mettre sur le terrain, qui seront déjà immédiatement massacrés. Et en totalité, à peine 200 000 policiers et gendarmes, tout corps confondus, pour commencer à essayer de faire quelque chose en termes de défense opérationnelle du territoire. Ce serait un grand massacre épouvantable. Toutes les populations civiles seront prises dans un grand massacre. Et je vous garantis que toutes les personnes qui auront eu ce fantasme maudit d'une guerre civile vont s'en repentir, ou n'auront peut-être pas le temps d'ailleurs. Donc il faut être très réaliste. On ne va rien résoudre, et toutes les personnes qui veulent la guerre civile, que ce soit celles qui s'imaginent qu'on peut répandre l'islam dans le monde entier, ou que ce soit celles qui s'imaginent qu'il faut récupérer la France au niveau catholique et foutre dehors les musulmans, eh bien, il faut que tous ces gens-là comprennent que leur foi religieuse est instrumentalisée pour le pire. Je veux dire, pour moi, la suprématie de la valeur religieuse, c'est à partir du moment où on parle de paix et d'amour. On fait la guerre effectivement pour cet amour, mais pas pour imposer sa religion à d'autres peuples et soumettre d'autres peuples à sa façon de voir les choses. Ça, c'est l'éternel piège des religions. Donc moi, je m'adresse à ceux qui ont la foi. Moi, je suis athée, mais j'ai la foi. Ça ne m'empêche pas d'avoir la foi. Nous avons la foi, nous sommes athées, et nous pouvons nous tourner en toute sérénité vers des musulmans et vers des chrétiens, en leur disant « Soyez avec nous », pour faire tout ce que nous pouvons faire pour que le pays ne tombe pas dans ce chaos. Et donc c'est là-dessus que j'alerte tous les croyants, tous les gens qui ont la foi. Ceux-ci sont de vrais croyants. Ils veulent la paix. Ils ne veulent pas le djihad, ils ne veulent pas la guerre sainte. Ceux-ci sont des imposteurs. Ce sont des faux. Ils ne savent peut-être même pas. Ils répondent à des mécanismes de frustration, à des programmations mentales. Donc, laissons-les de côté. Laissons-les de côté et diffusons le message
que la seule chose pour laquelle nous devons nous fédérer maintenant comme un seul homme, c'est de préserver ce qui reste de paix à l'heure actuelle, de faire en sorte que cette guerre civile n'explose pas au cœur de la France. Et de me suivre dans ce que je propose. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont haineux, de même que dans les forces de l'ordre et les forces armées, il y a ces climats de frustration et de haine, mais à partir du moment où, toc toc, Néo, on réveille les gens, on leur dit, vous n'avez pas compris que vous êtes manipulés, que c'est une guerre récurrente depuis tous les derniers siècles, je veux dire, c'est encore la même chose qu'on nous ressort et ça fonctionne toujours. Allez, les musulmans, les catho-intégristes, et foutez-vous sur la gueule, et faites-nous un grand carnage général sur la base duquel on va reconstruire un nouveau système sociétal. Non mais ça va, je pense que c'est pas très difficile à comprendre, que même si l'on est un gendarme mobile, comme je l'ai été, qui a du bourrage de crâne tous les jours à la ratonnade, ou qu'on est à l'inverse un fils d'immigrés algériens qui a été incité à penser qu'il fallait haïr le pays et haïr le peuple, français de souche. Je pense que ces gens-là, les uns et les autres, même s'ils ont été élevés à la haine et à la frustration, peuvent à un moment donné se réveiller et dire « mais merde, ce gars-là a raison ». Voilà, c'est-à-dire qu'un chef de guerre, tel qu'on nous le vend, c'est quelqu'un qui est censé intervenir dans une situation de guerre. Et ça veut dire qu'on est en train de se résigner devant l'inéluctabilité de la guerre civile. Et moi, cette guerre civile, je n'en veux pas, et je dis qu'il est possible d'y échapper. Et ce raisonnement-là, cette idéologie de paix que j'ai, fait d'une personne comme moi, s'il se positionne pour régler le problème, non pas un chef de guerre, mais un chef de paix. Donc en tant que chef de paix, effectivement, je vais tout de même être obligé de mener des actions assimilées à une guerre contre le vrai crime organisé international et ses représentations qui occupent la nation, et pas vraiment une guerre, mais surtout des opérations de désamorçage du terrain miné qui est le sol national actuellement. Et ce que j'entends par désamorcer la situation, avant tout, imaginez une telle opération, imaginez un tel événement, les forces de police et de gendarmerie allant dans le sens du peuple pour libérer le peuple de cette emprise mafieuse, maçonnique, liée au satanisme, que le peuple subit à l'heure actuelle. Ce serait un message extrêmement fort qui, par lui-même déjà, aurait un effet de désamorçage très conséquent. La neutralisation de la menace, ce n'est donc pas un putsch militaire. De mon point de vue, c'est une opération de police qui doit être menée par l'ensemble des forces dites publiques, parce que pour le moment, elles ne sont pas publiques. C'est le bras armé de la terreur d'État. Pas de chance. Là où j'interviens, c'est en tant qu'ancien gendarme. Même si je n'ai pas été gendarme longtemps, comme on dit gendarme un jour, gendarme toujours, et il se trouve que oui, je suis toujours ce gendarme, j'ai toujours cet idéal, j'ai jusqu'à aujourd'hui toujours sauvegardé mon intégrité. Donc en tant que gendarme, je revendique bien cette profession de foi, je me tourne vers la gendarmerie, en particulier le corps des sous-officiers de gendarmerie, pas moins de 70 000 gendarmes, hommes et femmes, et je leur demande de m'écouter. Je leur tends une main, je leur tends une perche. Parce qu'il y a quelque chose aussi que le public n'appréhende pas, c'est que la situation est très, très, très difficile pour les gendarmes, les policiers, en France. Il y a des dizaines de suicides par an. Pour la très simple raison que ce qui m'est arrivé à moi, moi j'ai pris les devants, j'ai roulé dans les brancards, je me suis rebellé, puis finalement j'ai démissionné, etc. J'ai tout un parcours assez rocambolesque. Mais la plupart des gens se font piéger parce qu'ils viennent de se marier, parce qu'il y a un enfant en route, ou ils ont déjà des enfants, ils se sont mis des prêts sur le dos, etc. Le piège sociétal se referme sur eux.
et ils sont forcés à la compromission. Ils sont forcés de perdre leur intégrité, d'oublier leur serment, de regarder ailleurs. Et la majorité des gendarmes et des policiers, sachez-le, le vivent très mal. Et ils comprennent, plus ou moins, qu'ils sont le bras armé de ces imposteurs, de ces traîtres à la nation. Et moi, je leur offre une opportunité unique de restaurer leur intégrité, d'honorer leur serment. Comment je leur offre cette opportunité? J'y viens. Donc je poursuis. Ce que je propose de faire, c'est de lancer un appel. Donc ce n'est pas ce que je propose, c'est ce que je fais. De lancer un appel en direction de toutes les forces dites publiques. Et précisément, en direction du corps des sous-officiers de gendarmerie. Je me pose en leader idéologique avec un plan. Premièrement, parce qu'il faut que quelqu'un se positionne, qu'une incarnation, avec une force d'intention réelle, se positionne, s'implique et fédère. Ce que je suis en train de faire en ce moment, j'espère. Pour faire quoi? Pour aller chercher la bande de traîtres à la nation, là où ils sont, ce que je souhaitais déjà faire du temps de Sarkozy, et image que j'employais à l'époque, aller les chercher par les oreilles et les mettre au cachot. Ou en tout cas les neutraliser. Vous les verrez à grands coups de pied au derche. Alors vous savez, moi je ne vais pas faire comme certains, à jouer ma mijaurée, à tourner autour du pot, à jouer la fausse modestie, à dire oui, bon, j'espère que mon initiative va réveiller quelqu'un qui sera à la hauteur pour être à la place principale. Non. Moi, avec un plan pareil, je vais aller jusqu'au bout pour m'assurer qu'il soit bien suivi et bien appliqué, parce qu'on parle de choses qui sont beaucoup trop sensibles. Donc il n'est pas question de se faire briller, il n'est pas question de carrière politique. En ce qui me concerne, il est question de servitude, de devoir, d'une prise de risque maximale, et d'aller jusqu'au bout de mon idée. Donc c'est moi qui me propose, toujours à titre de leader idéologique, pour rattraper le manche qui est en train de battre dans le vide et faire en sorte que l'avion ne se crache pas. Je ne vous garantis pas que je vais rattraper le décrochage. Ce que je vous garantis, par contre, et ça c'est très important, c'est que je suis porteur d'une putain de force d'intention, que je ne vis que pour ça, et que je resterai accroché à ce manche, que l'avion se crache ou que j'arrive à le rétablir. Je veux dire, si j'ai, ne serait-ce que le corps des sous-officiers de gendarmerie qui me suit à 10%, c'est-à-dire 7000 hommes sur le terrain qui bloquent, qui gèlent l'appareil d'État et qui me permettent tout simplement de prendre la place de François Hollande. Oui, je le dis très clairement, sans aucune fausse modestie ou état d'âme, parce que je sais ce qu'il reste à faire, et bien ça fonctionnera. Immédiatement après, je vais prendre des mesures pour effectivement essayer de mettre le plus de monde de civils en sécurité sur le sol national et effectivement faire des opérations d'ordre de défense opérationnelle du territoire. C'est-à-dire très très vite dans les heures, faire tout ce que je peux avec les moyens, la peau de chagrin qu'on a, parce qu'il faut savoir qu'en termes de défense opérationnelle du territoire, effectivement, c'est dérisoire, il n'y a plus rien, c'est une peau de chagrin. On a quelques gendarmes, quelques policiers, quelques militaires, on n'a pas de quoi à faire face à une guerre. Mais par contre, on a peut-être de quoi quand même à geler la situation et entreprendre de vraies opérations de défense du territoire avant que la guerre civile ne pète. Quand elle aura pété, ça sera un grand massacre. Avant, on peut encore faire des choses. Surtout si cela est fait par un nouveau gouvernement, une nouvelle gouvernance qui passe ce message et qui porte cette idéologie de paix en disant « ça va secouer, mais ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour la paix. Nous le faisons pour l'union, une union qui n'a jamais existé entre des musulmans et des chrétiens sur le sol national. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on en a à fiche qu'on ait une confession ou une autre confession religieuse ou des cultures différentes. Maintenant, on est là, tous ensemble.
Ça, ce sont les faits. Pourquoi ça a été fait? De quelle façon, etc. C'est bon, j'en ai parlé, c'est assez facile à comprendre. Même pour ceux qui ont été acteurs de cette colonisation, ils peuvent se gratter la tête et dire effectivement, oui, on a conquis un peu la France, on dirait, et si on l'a fait, en fait, c'est pas parce qu'on est si malin ou si fort, c'est parce que ce sont les politiciens français qui nous ont permis de le faire. Donc on peut restaurer son honnêteté intellectuelle et comprendre à quel point on est manipulé les uns les autres, et on peut se dire maintenant on va arrêter tout ça, et on va agir, on va se mettre soi-même, mettre sa carcasse en jeu pour agir pour la paix. Je ne suis pas là pour me mettre en scène, je suis là pour faire un job qui est de protéger mes concitoyens. Voilà, c'est clair et net, je suis un gendarme. Et un gendarme qui va devoir prendre la tête du pays un temps certain, le temps d'éviter le pire, le temps d'arriver à protéger un maximum de gens et à essayer de désamorcer le plus possible de bombes qui sont placées en chaîne pyrotechnique sur tout le territoire national. En essayant de faire en sorte que, c'est très important, une communication immédiate par voie de presse, parce qu'évidemment la première chose que je vais prendre entre mes mains, c'est l'appareil de communication, puisse avoir un impact sur les pays de l'Union européenne, qui sont pris au piège de l'Union européenne, pour que les populations suivent le même exemple. Et là, je pense que ça peut marcher. Je pense qu'on a une chance de s'en sortir. Je pense qu'on a une chance de s'en sortir, je pense qu'il y a une carte à jouer. Donc je vous propose très humblement cette carte à jouer, et je suis votre homme. Voilà. Donc je suis le chef de paix pour gérer cette situation. J'espère, dans l'esprit de suffisamment de personnes pour qu'on aille jusqu'au bout. Je veux dire, imaginez toutes les forces de police et de gendarmerie derrière moi, en tant que leader idéologique, au nom de la paix. Ça va calmer un certain nombre de gens, tout simplement. C'est-à-dire que ceux qui crient à la guerre civile ou au djihad ou qui veulent simplement tout casser parce qu'ils en ont ras-le-bol d'être coincés dans leur banlieue et qu'on se foute de leur gueule à longueur de temps, vont dire « Ah bah ce gars-là, il est pour nous, il est avec nous ». Ils vont recevoir le message. Et ils vont m'aider. C'est-à-dire que ceux que les petits bourgeois redoutent le plus vont être avec moi certainement beaucoup plus actifs pour désamorcer la situation parce que eux sont au cœur des bombes. Ils sont au cœur des cités. Il ne faut pas s'imaginer que dans les cités, il n'y a que des énergumènes fous furieux qui veulent le djihad. C'est faux. Ce sont des petites minorités qui se croient tout permis, qui ont tous les pouvoirs parce qu'on les leur donne. Maintenant, à partir du moment qu'on se positionne et qu'on demande aux citoyens d'être avec nous pour rétablir l'ordre et la paix, une vraie paix sociale, pas cette enfumerie qu'on nous a toujours servi de façon justement en termes de prétexte à pouvoir instaurer cette poudrière, mais une vraie paix sociale, où il va falloir aller chercher les énergumènes qui sont dangereux, là où ils sont, ainsi que les armes qui s'entassent depuis des dizaines d'années dans les sous-sols des cités. Alors après, c'est certain qu'il va y avoir une certaine guerre. C'est vrai que je vais mener la guerre aux bandes, aux vraies bandes. Et la première bande à laquelle je vais mener la guerre, c'est celle-là que je désigne, que je pointe du doigt. Hollande, Valls, Fabius et toute cette bande de traîtres innommables. Après, c'est évident que je vais m'en prendre aussi à l'imposture judiciaire. C'est vrai qu'après, il y aura beaucoup de ménage à faire, beaucoup de karcher à passer, et ce karcher-là, ce sera dans les institutions. Faites-moi confiance. Alors là, je peux vous dire que je vais m'en donner à cœur joie. Là, je vais en faire danser beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver de leur poste supérieur à juger les autres dans les geôles. Ça, c'est une évidence. Et je peux vous garantir que la pédocriminalité et toutes ces infamies, je vais les combattre. Là, ça va être une vraie guerre. Tous ces réseaux sataniques, parce que le vrai ennemi encore, qui n'a pas été vraiment identifié, pour mettre d'accord tous les intégristes, qu'ils soient musulmans ou catholiques, vous avez vraiment la foi religieuse en vous, et vous n'avez pas vu Satan, vous n'avez pas vu le satanisme, vous n'avez pas vu tous ces réseaux qui font toutes ces abominations. Il faut que ce soit un petit bonhomme comme moi qui vous plonge le nez dans cette réalité. Voilà notre vrai ennemi.
Et évidemment, celui qui représente, celui qui incarne les forces sataniques en France, mais c'est cette bande de traîtres que je désigne. Ils ne sont peut-être pas tous de religion satanique, mais ça ne change pas grand-chose. Ils suivent le plan. Voilà le vrai ennemi qu'il faut combattre. Voilà l'ennemi pour lequel nous tous, qui nous disons avoir une foi, nous devons nous allier au lieu de nous foutre sur la gueule. Voilà ce que j'entends par désamorcer la bombe. Et après, faire le ménage. Voilà, alors je me tourne maintenant vers mes frères d'armes, les forces de police et les forces de gendarmerie. Mes chers camarades, gendarmes et policiers, je pense que beaucoup d'entre vous se sentent pris au piège. Vous pensez certainement que la guerre civile de religion est inéluctable, que le chaos dans lequel nous sommes menacés de plonger ne peut pas être évité. Eh bien, moi, je vous garantis que si. Et je vous garantis que vous avez un rôle fondamental à jouer, que vous seuls même pouvez éviter cela. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous menions ensemble une mission. Nous avons une mission à remplir, nous avons une opération de police à mener au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire que nous devons aller ensemble neutraliser le gang de traîtres à la nation qui squatte l'appareil d'État. Il s'agit non pas d'un putsch, il s'agit d'une opération de police qui se justifie par des points légaux que je vais maintenant vous soumettre. D'abord, sur un plan général, vous savez que la Constitution prévoit l'insurrection dans le cas où les dirigeants violeraient les droits fondamentaux des citoyens. Eh bien là, nous sommes en plein dans ce cadre-là. Simplement, il serait très maladroit de laisser cette porte ouverte à des mouvances de la collectivité civile. C'est un travail, c'est une opération de police que seuls vous devez mener, gendarmes et policiers. Vous devez créer une coalition pour mener cette opération de police, afin justement que cela ne déclenche pas une guerre civile. Alors, maintenant plus précisément, en ce qui concerne les points juridiques qui justifient cette opération de police, je vais vous parler, dans un cadre plus général, de haute trahison. Bien, alors je sais, Nicolas Sarkozy de Najib Boxa aurait supprimé cette infraction de nos textes de loi. Bon. Restons quand même sur cette notion de haute trahison, c'est-à-dire de trahison à la nation commis par le chef de la nation. Et ça clique, en l'occurrence. Eh bien, elle se matérialise déjà dans un premier temps par la violation de la Constitution, ce dans le cadre de l'installation d'une véritable dictature ouverte. Je m'explique. La violation de la Constitution, plus précisément, concerne la violation de l'article 53. Et quand je dis dans le cadre de l'installation d'une dictature ouverte, c'est-à-dire dans le cadre de la suppression de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, de quoi je parle? Il y a très très peu de monde dans le grand public qui est au courant de ce qui s'est passé dernièrement, plus précisément le 24 novembre dernier. François Hollande a adressé une missive au secrétaire général du Conseil de l'Europe pour l'informer de sa décision de supprimer l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vous imaginez ce que cela signifie? Cela signifie notamment qu'à travers cet établissement d'une dictature ouverte, sous le prétexte fallacieux de lutter contre le terrorisme islamiste, et nous savons très bien de quoi il s'agit en l'occurrence, eh bien ce sera à vous, membres des forces de police et de gendarmerie, de vous enfoncer un peu plus dans la terreur d'État, plus précisément en tant que bras armé de cette terreur d'État. Et ça, nous allons l'interdire, nous allons l'éviter. Alors, certes, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit en son article 15 qu'elle puisse être suspendue dans des cas exceptionnels, comme par exemple une menace grave pesant sur la nation. Je ne vais pas revenir sur... je vais pas commenter cet article 15 qui, selon moi, est un piège à con, appelons un chat un chat. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que la Constitution et l'article 53 de la Constitution
impose, en l'occurrence, la réunion du Parlement et l'édiction d'une loi. C'est-à-dire qu'une loi doit être édictée de façon à pouvoir prendre une telle mesure, et ça n'est absolument pas ce qui s'est produit. Je le répète, l'individu nommé François Hollande, prétendu chef de la nation, s'est permis, tout simplement, de décider de supprimer l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ça, nous n'allons pas le laisser passer. Le deuxième point, juridique, tout aussi grave, concerne, on pourrait dire, ce qui serait à l'origine de cette menace islamiste qui peserait sur la nation et sur le peuple français. C'est-à-dire que, là je vais vous parler des conventions des Nations Unies. Parce que la France, qui soi-disant est en guerre, oui en fait elle est bien en guerre sur le territoire syrien, et cela dans un cadre totalement illégal auquel il faut mettre fin également. Car l'intervention de l'OTAN sur le sol syrien, qui est illégale, ne rentre pas dans les deux cadres uniques prescrits par la loi. C'est-à-dire que ça n'est pas le président syrien Bachar al-Assad qui a demandé l'aide ou l'intervention des forces de l'OTAN. Ça n'est pas non plus une résolution des Nations Unies qui a ordonné cette intervention. Évidemment, puisqu'il ne s'agit pas d'aller prêter assistance à Bachar al-Assad, président élu démocratiquement par le peuple syrien, mais au contraire, de provoquer le chaos de son pays et de provoquer sa déstabilisation et la chute de son gouvernement. Pour quelque obscure raison, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc il s'agit d'un complot contre la Syrie, contre le président syrien, commis par, en l'occurrence par l'OTAN, appliqué par l'OTAN, à laquelle la France participe, et qui, bien évidemment, met la population française, ou les populations vivant sur le sol national, dans une insécurité écrasante. Voilà, alors ça c'est le deuxième point, hein, c'est-à-dire le fait que l'intervention de l'armée française sur le sol syrien soit totalement illégale. Il y aurait certes beaucoup d'autres griefs à soulever contre François Hollande et sa clique, mais je pense que avec ces deux-là, nous avons suffisamment, et c'est suffisamment clair pour nous tous, et aussi pour vos chefs, pour comprendre dans quel camp il faut se ranger. Aujourd'hui, il s'agit de se ranger dans le camp de la paix, dans le camp du peuple. Il s'agit d'arrêter de se mettre du côté de ceux qui oppriment le peuple pour des considérations occultes et mafieuses. Aujourd'hui, tout est fait pour vous rendre impopulaire. Il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment, vous avez à prendre en compte le rôle le plus méprisable qui soit. On vous pousse à commettre des interventions sauvages, des perquisitions sauvages, jusque dans des fermes, pour aller brutaliser de parfaits honnêtes gens, au simple fait qu'ils auraient eu, à un certain moment, des idées à contre-courant de l'État en matière de protection de l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à plus de 2000 interventions de ce genre sur le sol national, avec peut-être une dizaine ou quelques dizaines d'armes récupérées, vous savez, sur les quelques millions d'armes entassées dans les cités. Bon, vous m'avez compris. Eh bien, tout cela n'est pas simplement fait pour, jeter de la poudre aux yeux du peuple français. C'est beaucoup plus grave. Ces opérations que l'on vous pousse à commettre, pour laquelle certains d'entre vous, hélas, se régalent, et il s'agit encore une fois de minorités déplorables, qui ne sont pas représentatives de la masse, eh bien, ces opérations sont faites pour aggraver de façon déterminante votre actuelle impopularité, pour creuser ce gouffre qui ne cesse de s'élargir entre vous, membres du peuple souverain et protecteurs du peuple souverain, et les citoyens, lésés, trahis, car nous sommes, je le rappelle, au bord d'une guerre civile de religion. Ce n'est pas à vous que je le rappelle, vous le savez parfaitement. Le problème, par contre, pour lequel peut-être vous n'êtes pas suffisamment alertés, mes chers camarades, gendarmes et policiers,
c'est que vous êtes prévu d'être en première ligne d'un grand massacre général. Vous êtes prévu d'être les premiers sacrifiés dans le cadre de l'éclatement de cette guerre civile de religion. Ce, pour les plans prévus par les réseaux occultes qui occupent, par le truchement de François Hollande et de sa bande, l'appareil d'État. Car vous savez très bien que dans le cadre d'un rétablissement de l'ordre, la France ne peut aligner tout au plus que 20 000 gendarmes et policiers en termes anti-émeutes, en termes d'éléments anti-émeutes. Voilà, donc, face à ce que j'ai décrit dans mes dernières vidéos, il est évident que cela constituera tout simplement une débâcle totale qui passera par votre massacre. Et ça, je ne veux pas le voir. Cela, nous devons aussi l'interdire. Bien, je veux aussi vous préciser quelque chose. Ne vous imaginez pas que vous serez les seuls à rester sur le carreau. Pour certains, je pense notamment aux gendarmes mobiles, vous avez vos familles qui sont prises au piège de cantonnement et ne vous imaginez pas que ce détail d'ordre tactique échappe, non pas aux terroristes islamistes, mais aux réseaux occultes qui sont derrière. Et vous savez que ces réseaux occultes ont des cerveaux très aiguisés et particulièrement machiavéliques. Cet avertissement, je vous demande de le prendre très au sérieux. Vous savez, j'espère, que ma première préoccupation, c'est la protection des familles, des enfants, des femmes aussi, des personnes les plus vulnérables. Non, nous sommes tous, mes chers amis, dans une situation des plus tragiques, des plus terribles, et nous devons y mettre fin. Et nous avons les moyens d'y mettre fin. C'est pour cela que je vous demande d'examiner avec le plus grand sérieux la proposition que je vous soumets aujourd'hui. Alors, mes chers amis, mes chers camarades, ce que je vous demande très humblement, c'est de m'accepter en tant que votre leader idéologique. Car ce que j'entends par idéologie, c'est naturellement celle que je porte, l'idéologie de paix, de protection des civils, de protection des plus vulnérables. En ce qui vous concerne, en ce qui nous concerne, quand je parle d'idéologie, je parle de cette idéologie de sauvegarde de notre intégrité, de sauvegarde de notre sens de l'honneur, de sauvegarde, de respect, de ce serment que nous avons signé pour protéger le peuple souverain, pour protéger les enfants du peuple souverain. Alors, si vous m'acceptez comme votre leader idéologique, je le répète, et je sais que vous allez le faire, ce que je vous propose, c'est de vous faire rentrer dans l'histoire. De vous faire rentrer dans l'histoire comme les policiers, les gendarmes qui auront décidé de s'affranchir d'une chaîne de commandement qui les trahit, qui les pousse à trahir, afin de libérer la nation entière et le peuple souverain dont ils font partie, dont leurs enfants font partie, de cette emprise mafieuse matérialisée par ce réseau franc-maçonnique et ses manigances, ses exactions. Oui. Aujourd'hui, à ce discours, l'action pour laquelle personne ne se propose, c'est à nous de l'amener. Je suis là pour ça, vous êtes là pour ça, nous allons y aller ensemble. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement. Le temps que ce message diffuse dans vos rangs, se répande, se diffuse, que vous le diffusiez dans vos rangs, car c'est à vous de faire ce travail-là. Les premiers d'entre vous qui vont tomber sur ce message-là ont comme mission de ne pas rester isolés avec ce message, mais de faire en sorte qu'il ait un effet boule de neige. De là, immanquablement, émergera une minorité critique, une minorité sacrée, devrais-je dire. C'est ça qui va faire le poids. C'est ça qui va tout faire basculer. Cette minorité que vous, qui êtes déjà convaincus, constituez. Quant aux chefs, à ceux qui vous écrasent depuis la chaîne de commandement, ceux qui sont intègres vous rejoindront. Ceux qui ne le sont pas, pour le compte, ceux-là se retrouveront isolés. Et ils auront des comptes à rendre par la suite. Ainsi que tous les traîtres qui commettent leurs exactions au sein de l'appareil judiciaire. C'est une autre histoire, nous avons beaucoup de pain sur la planche.
Et je vous garantis que dans les milieux des tribunaux, ça va danser. Bon, nous n'en sommes pas là. Nous allons nous retrouver pour ce jour J du passage à l'action de cette opération de police. Alors, en ce qui concerne le rôle que je me suis assigné, c'est-à-dire ce que je vais faire à l'issue de ce jour J, mes chers amis, mes camarades, il est clair que je vais encore avoir besoin de votre aide. Parce qu'il va falloir que je reste en vie suffisamment longtemps pour pouvoir faire ce que le peuple attend et ce que toutes les populations qui sont prises au piège de l'Union européenne attendent de voir en exemple de la France. Nous avons du pain sur la planche et si vous vous posez la question tout à fait légitime de savoir si, quelles que soient mes meilleures et mes plus flagrantes bonnes intentions, j'ai les capacités de mener cette mission pour laquelle je me propose, je vous dirais très simplement que d'après moi, pour faire ce qui est nécessaire et ce qui est indispensable, en tant que chef de la nation, qui est un devoir, qui est une servitude, selon moi, il suffit d'avoir du cœur, de l'intégrité et un peu de bon sens. Eh bien moi je dis que j'ai suffisamment de cœur, croyez-le-moi. Je pense que comme ma vie est retraçable pour comprendre à quel point j'ai su sauvegarder mon intégrité. Quant au bon sens, je pense aussi que si j'ai fait si précisément au cours des messages derniers le descriptif de notre configuration générale, je suis l'homme de la situation, ceci dit sans fausse modestie, parce que pour être l'homme de la situation, eh bien, il faut avoir identifié la situation avec ses tenants et ses aboutissants. Et il faut avoir identifié quels sont les seuls et maigres issues de secours que l'on peut avoir. Donc si vous me faites confiance, vous faites le bon choix. Si vous continuez de faire confiance au traître à la nation qui vous a désigné pour le rôle le plus laid qui soit, évidemment vous perdez tout. Mais vous risquez surtout de perdre la vie, avant tout, et ce dans des conditions épouvantables. Donc, arrêtons ces projections. Je vous propose des projections beaucoup plus positives. Je vous propose de rentrer dans l'histoire avec tous les honneurs. Suivez-moi simplement, faites-moi confiance, ralliez-vous à moi. Nous allons faire ce pourquoi nous avons un jour signé. Simplement. Nous allons honorer ce serment que nous avons signé en fonction de la protection de nos concitoyens, protection du peuple, protection de nos valeurs, celle de la paix. Voilà. Alors mes chers camarades, reprenez courage et à très bientôt. La question est effectivement pertinente et doit travailler beaucoup de monde. Mais non, ce n'est pas utopique. Je vais vous dire en quoi ce n'est pas utopique. C'est-à-dire que les gendarmes, à l'heure actuelle, ils sont victimes, les gendarmes, les policiers sont victimes de manipulations très, très insidieuses. C'est que quand nous entendons qu'il y a eu plus de 2000 perquisitions, que les abus policiers se multiplient à travers cette grande mascarade de prétendue lutte contre le terrorisme islamiste, eh bien, il s'agit donc d'une manœuvre insidieuse pour les rendre encore plus impopulaires qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut que vous compreniez. Nous sommes toutes et tous, et eux compris, et eux en premier, piégés dans la configuration et pris pour cible dans ce complot général qui vise à un chaos global, à une guerre civile de religion, mais aussi d'autres manifestations du chaos global. Et donc, à ce titre-là, ce que nous, citoyens, nous percevons au premier degré quand on apprend tout ça, quand on prend conscience des exactions que certains gendarmes ou certains policiers commettent, en particulier d'ailleurs des unités d'intervention, hein, c'est-à-dire que ce ne sont pas les gendarmes qu'on croise tous les jours sur la route, ni les policiers qui nous doublent avec leur moto sur l'autoroute. Non, 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 ce sont des unités d'intervention. Donc ce sont, de règle générale, déjà tout de même des minorités, certes, qui après se font assistés par des unités de gendarmes mobiles ou des compagnies de CRS, de républicaines de sécurité, mais ça reste tout de même des minorités qui sont mises en scène pour nous mettre dans la tête que
les gendarmes et les policiers sont de sales cons, des méchants psychopathes, irrécupérables. Non, les psychopathes, ce sont ceux qui les manipulent. La grande majorité des gendarmes et des policiers, je vous garantis qu'ils les ont là, si je peux me permettre. Et que tout le reste, c'est du jeu d'illusion. Tout, d'ailleurs, repose sur le jeu d'illusion. Voilà, ça c'est fondamental ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, ma stratégie à moi de communication, ma stratégie, le fondement de ma stratégie repose justement sur cette appréhension du problème-là, de façon à ce que nous, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous écoutent, qui comprennent où je veux en venir, nous comprenions cela, nous validions la pertinence donc de briser la glace avec les gendarmes et les policiers, de leur faire savoir que nous ne sommes pas dupes de ce que nous lisons dans la presse. C'est ça qui est important. Et de leur tendre la main à un moment où justement eux sont très mal, pour deux raisons. Un, parce qu'ils sont de toute façon tous pressés comme des citrons à l'heure actuelle. Je veux dire, ils sont mis partout pour cette grande mascarade organisée par le gouvernement. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont envoyés pour jouer les cow-boys. Alors, ils sont sous pression d'une, de deux, ils ressentent l'animosité générale de la population. Alors, dans ces conditions, ils ne risquent pas de sortir quelque chose de bon entre nous et entre les gendarmes et les policiers. À moins que ça ne soit nous, justement, qui fassions le premier pas, qui fassions l'effort, qui soyons, comme on dit, le plus intelligents. Le plus intelligent, c'est-à-dire dire, ok, on a compris, on fait la part des choses. Et on va aller vers les gendarmes et les policiers, parce que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Les gendarmes et les policiers, maintenant, entre 2015 et 2016, tournent le dos aux traîtres à la nation pour aller jusqu'au bout, vont dans notre camp, où c'est fini. C'est fini pour tout le monde. Et ça en est fini de la paix. Voilà, nous avons une fenêtre de tir. Cette fenêtre de tir est en train de se refermer. Les gendarmes et les policiers, aujourd'hui, sont encore accessibles. Aujourd'hui, nous avons encore affaire à des êtres humains. À travers l'opération que nous allons faire, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir les gendarmes et les policiers passer de notre côté. Je vous le garantis. Il y a quelques années en arrière, ça n'est pas si loin en arrière, nous avons vu des gendarmes, alors je ne sais pas si ce sont des gendarmes, on va dire, des éléments de police anti-émeute, de Grèce et aussi d'Allemagne, en plein milieu d'opérations de maintien de l'ordre, retirer leur casque à bulles et venir se mêler à la foule de manifestants qu'ils étaient censés contenir. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos gendarmes et nos policiers, qu'ils soient grecs, qu'ils soient allemands, qu'ils soient italiens, qu'ils soient espagnols, qu'ils soient français, sont encore humains pour la grande majorité. Et c'est ça, plus que tout, qui fait peur aux traîtres à la nation, aux imposteurs, aux lâches, à tous ces psychopathes et ces dégénérés qui ont maquillé l'appareil d'État, en l'occurrence en France. Tous ces traîtres successifs à la nation sont terrifiés par la nature humaine qu'il y a encore derrière les uniformes, que ce soit l'uniforme de gendarmes, de policiers ou même de parachutistes. Et ils en ont peur. Et ils ont bien raison d'avoir peur de cette humanité, d'avoir peur de ce type d'humanité que je porte si haut et de façon si flagrante quant à moi, parce que je vous garantis qu'elle est très répandue au sein des forces de l'ordre et qu'elle ne demande qu'à être ravivée et qu'à s'exprimer. Voilà, nous en ferons l'expérience. Vous verrez que j'ai raison. Ce n'est pas moi qui vais convaincre les policiers et les gendarmes de me suivre. En fait, le travail de fond doit être fait par
mes concitoyens, par toutes les personnes qui ont foi en moi, qui ont foi en ce plan que je leur propose. C'est très simple. Les gendarmes doivent être convaincus déjà que les citoyens eux-mêmes veulent leur intervention, veulent qu'ils mènent cette opération de police, qu'ils changent de camp, qu'ils se retournent contre les traîtres à la nation, qu'ils désertent les camps de ce bras armé de la terreur d'État pour revenir dans le camp du peuple souverain actuellement opprimé et qui va l'être encore de plus en plus. Donc tout le travail repose sur les épaules de mes concitoyens qui m'écoutent actuellement par le biais de cette vidéo que vous êtes en train de faire. C'est fondamental. Donc je vais leur demander de passer à l'action. Je vais demander à tous les auditeurs de quitter les bureaux, les écrans, ordinateurs par lesquels ils regardent cette vidéo, parce que maintenant, c'est le passage à l'action qui est fondamental. Alors, quelle action? Vous auriez pu vous imaginer que ça serait aller voir, en référence à l'opération Passerelle que j'avais menée quelques années en arrière, aller voir les gendarmes et les policiers en leur distribuant directement le message sous forme de DVD ou d'imprimé. Non, pas du tout. C'est encore plus simple que ça. Les gendarmes et les policiers vont eux-mêmes aller voir sur Internet le message. Pourquoi vont-ils aller voir ce message? Parce qu'ils vont être interpellés. Ils vont être interpellés par un événement. Et cet événement repose donc sur l'action individuelle de chaque personne qui m'écoute à l'heure actuelle au sein du peuple souverain, au sein de mes concitoyens. Cette action individuelle, soyez très attentifs, elle va vous surprendre. Les gendarmes, les policiers qui vont être de permanence pendant les jours de fête, les soirs de fête, je pense bien sûr Noël, le 1er de l'an, eh bien il va falloir penser à eux, leur rendre une petite visite sympathique, avec une attention. Je ne demande pas à mes concitoyens de se ruiner, mais d'avoir une attention qu'ils auraient vis-à-vis d'un ami, ou de quelques amis qu'ils peuvent aller visiter à l'occasion des fêtes. Voilà. Des amis qui, malheureusement pour eux, ces jours-là, eh bien, sont en service. Ils peuvent être en service dans la rue, en train de faire leur patrouille, ou être tout simplement bloqués à la brigade ou au commissariat de police de permanence. Et ben voilà, une petite visite avec un petit présent sympathique, un mot gentil. Avec une boîte de chocolat. Ou encore une boîte de pralinés. Allez, on peut aller même se permettre une boîte de marrons glacés. Et pourquoi pas une petite bouteille de mousseux ou quelque chose pour accompagner ça. Alors, voilà, dans l'idée, c'est ça. Cette attention va s'accompagner, évidemment, d'une petite carte, comme il est de coutume de faire en ces cas-là. Une petite carte sympathique avec une mention comme nous vous présentons, je vous présente mes vœux, mes meilleurs vœux de fin d'année, quelque chose comme ça, mais avec un petit post-scriptum de la part de votre ami Stan Maillot. Et c'est ce post-scriptum qui va amener les gendarmes et les policiers, qui auront leur curiosité naturelle piquée, à aller voir qui est ce Stan Maillot, qui se prétend être leur ami et qui donc s'est débrouillé pour que des citoyens viennent leur faire cette petite attention à une période où ils sont à la mauvaise place. Maintenant, c'est le nombre de personnes parmi nous qui sont déterminées à voir mon opération se réaliser, à voir les traîtres à la nation disqualifiés, à voir la terreur disparaître pour être remplacée par la justice et la paix. Ce sont toutes ces personnes-là, en fin de compte, sur qui repose cette opération et le succès de cette opération. Parce que c'est le nombre de personnes qui auront l'intelligence de faire ce que je prescris,
sans la moindre ironie, sans la moindre idée derrière la tête, vraiment exactement tel que je le décris. C'est pas la peine de faire des commentaires ou de commencer à essayer de culpabiliser les gendarmes et les policiers. Non, juste tel que je le prescris. Eh bien, c'est le nombre d'actions individuelles qui va créer l'événement et qui va faire que l'information va vraiment avoir un effet, un impact au sein des forces dites publiques et qui va provoquer ensuite un effet boule de neige. Parce que ce dont les gendarmes et les policiers vont le plus parler entre eux, c'est de ça. C'est de cette attitude curieuse, inattendue, surprenante des concitoyens, en cette période où les concitoyens sont justement persécutés, roulés dans la farine, et qui au contraire vont venir, comme si de rien n'était, très fraternels, très amicaux, vers les gendarmes et les policiers. Voilà, c'est un impact psychologique. Là où certains cherchent l'impact psychologique du chaos et de la terreur, moi je cherche l'impact psychologique inverse. Évidemment, puisque moi je suis animé de très bonnes intentions. Ça change tout. Et je vous garantis que ça va marcher. Je vous garantis que le nombre que vous allez être à faire ce que je vous demande, ça va tout changer. Ça sera le succès de l'opération assuré. Voilà, donc je récapitule. C'est très simple. À l'occasion du jour de l'an, à l'occasion du réveillon de Noël, à l'occasion du réveillon du jour de l'an, pendant tout le mois de janvier aussi, puisqu'il est de coutume aussi d'aller présenter ses vœux pendant le mois de janvier, eh bien je vous demande, voilà, non pas de me faire des dons à moi, non, si vous avez quelques euros de côté, eh bien effectivement, mettez-les pour la cause, mais accompagnez-les ces euros. Allez acheter une petite boîte de chocolat, de praliné, de marron glacé, une petite bouteille de mousseuse qui vous passe par la tête, quelque chose que vous apporteriez à un ami, à un camarade. Et allez donc à la brigade de gendarmerie de votre domicile, au commissariat de police de votre quartier. Allez à la rencontre des gendarmes ou des policiers qui patrouillent à ces occasions-là et remettez-leur cette petite attention avec les meilleures énergies disponibles en vous à ce moment-là. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Ça n'est donc pas la peine de dire reste, c'est eux qui vont découvrir, c'est eux qui vont savoir comment se positionner. Bon, je pense que c'est assez simple ce que je propose en termes de stratégie. Alors, pour finir avec une note humoristique, je dirais, voilà, nous allons prendre d'assaut les brigades de gendarmerie et les commissariats de police. Nous allons nous munir de munitions particulières, des chocolats, des pralinés, et même, oserais-je le dire, des marrons glacés. Voilà, vous avez compris l'idée. Maintenant, c'est à vous de jouer, mes chers amis. Je vous souhaite d'ailleurs en passant, à vous tous, très sincèrement aussi, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous garantis que nous allons changer les choses. Et qu'à partir de ce moment-là, plus rien ne tourne pareil. Plus rien ne tourne comme avant. C'est déjà en cours. À très bientôt. Et merci pour votre participation.